Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du diabète. Alors c'est une maladie qui touche des membres de ma famille, donc je suis confrontée, on va dire, des fois. Et du coup je voulais pour vous en apprendre un peu plus sur cette maladie. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai un aft, j'ai deux aftes, donc j'en ai un à la langue et un sous la langue. Ça me fait mal et je risque de parler plus lentement que d'habitude à cause de ça. Donc c'est parti, on va commencer par une définition globale du diabète. Donc deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et donc cela correspond à une élévation prolongée de la concentration de glucose, donc de sucre, dans le sang. Cela s'appelle donc l'hyperglycémie, c'est-à-dire qu'il y a un taux anormalement élevé de sucre dans le sang. On va commencer par parler du diabète de type 1 avec une petite définition. Donc pour le diabète de type 1, ce déficit est dû à un déficit de l'insuline qui est l'hormone régulatrice de la glycémie. Donc voici quelques questions sur le diabète de type 1. La première question, c'est combien de personnes sont touchées en France et dans le monde? En France, cela représente 10% des cas de diabète et l'incidence actuelle du diabète de type 1 est d'environ 15 cas pour 100 000 enfants. Dans le monde, le nombre a un rythme d'augmentation de 3 à 4% par an depuis 20 ans, avec une augmentation importante de la prévalence chez les enfants de moins de 5 ans. La moitié des cas pour les moins de 20 ans. La deuxième question, c'est pourquoi il y a cette augmentation? Les raisons de cette évolution sont inexpliquées à ce jour, mais certaines modifications de l'environnement et de son interaction avec la génome. Donc je vous mettrai une définition quelque part vers là. Donc je tiens à préciser que dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de définitions, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour les lire. Des facteurs nutritionnels et des modifications de la flore intestinale et des expositions à certaines toxiques. La troisième question, c'est quels sont les signes d'alerte et comment cela se détecte? Il existe plusieurs signes d'alerte et de façons de détecter le diabète. La principale méthode étant au stade précoce la mesure de la glycémie à jeun. Une personne avec un taux de 1,10 à 1,26 g par litre de sang est considérée comme prédiabétique. Si la glycémie dépasse 1,26 g par litre de sang dans 2 dosages successifs, elle est considérée comme diabétique. Il est également possible avec la glycémie postprandiale, c'est-à-dire de voir si le taux de glycémie 2 heures après le repas est de 1,30 ou 1,60 g par litre de sang. Et aussi avec la glycémie provoquée et le taux d'hémoglobine glyquée, donc je vous mettrai encore des définitions. Mais le patient se décide généralement à consulter à la suite de ces signes d'alerte. Les épisodes d'hyperglycémie, de la fatigue, une soif intense, une augmentation de la fréquence de l'envie d'uriner et ou une perte de poids même avec un bon appétit. C'est également le cas pour le diabète de type 2, mais la présence d'anticorps circulant dans le sang permet de poser le diagnostic du diabète de type 1 et d'adapter le traitement en conséquence. Quels sont les 3 stades de la maladie? En effet, aujourd'hui, les spécialistes considèrent le diabète de type 1 comme un continuum composé de 3 stades. Alors, je vais vous mettre les 3 stades juste ici, quelque part vers là. Je vous laisse le temps de mettre sur pause, puis de lire et on passe à la prochaine question. Ok, c'est parti pour la 4e question. Quel traitement contre le diabète de type 1? Le traitement pour le diabète de type 1 se fait par injection d'insuline plusieurs fois par jour
pour compenser le manque d'insuline dans l'organisme. On utilise aujourd'hui des analogues d'insuline humaine produits par des bactéries génétiquement modifiées. Il faut aussi savoir que l'insulinothérapie est lourde et chronique. Le patient doit lui-même mesurer sa glycémie plusieurs fois par jour en se piquant le doigt et adapter des doses d'insuline à s'injecter. Une éducation thérapeutique est indispensable, notamment pour limiter le risque d'hypoglycémie. Des lecteurs flash de glucose permettent aujourd'hui aux patients de vérifier leur glycémie à tout moment grâce à un petit capteur installé sous la peau qui effectue des mesures d'environ tous les 10 minutes. Des pompes à insuline peuvent aussi être utiles pour certains patients. Elles injectent l'insuline par cathéter. Le patient doit tout de même surveiller régulièrement sa glycémie pour adapter des doses à injecter. Il existe également des pancréas artificiels et se présentent comme des pompes à insuline munies d'un capteur sous-cutané pour d'adapter automatiquement la dose à injecter du moins en dehors des repas. La cinquième question, c'est comment prévenir la maladie. Donc de nombreuses équipes de recherche, en particulier à l'INSERM, donc c'est là que j'ai pu faire mes recherches, c'est grâce aux articles de l'INSERM, se consacrent à l'identification des facteurs de risques environnementaux associés au diabète, afin qu'il devienne possible de mettre en place des mesures de prévention. Donc il y a d'autres petites informations, mais si j'ai oublié de les mettre, je les glisserai juste ici quelque part vers là. Je vous mettrai aussi une vidéo sur le diabète de type 1 en barre d'information. Et c'est tout, on va passer maintenant au diabète de type 2 avec la petite définition. Alors, le diabète de type 2 est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique. Donc, alors, la première question, comme pour le diabète de type 1, qui sont les personnes touchées dans le monde ou en France? En France, la prévalence globale du diabète était estimée à 5% de la population en 2016. Le diabète de type 2 correspond à 90% des cas. Ce chiffre est cependant largement sous-estimé puisqu'il ne tient pas en compte des personnes non traitées ou non diagnostiquées. En effet, on estime que 20 à 30% des adultes ne sont pas diagnostiqués. Cette part diminue avec l'âge, tombant de 13% chez les 57-74 ans. La maladie se manifeste généralement vers 40 ans et elle est diagnostiquée à un âge moyen proche de 65 ans. L'incidence maximale est entre 75 et 79 ans. Alors, comment évolue la maladie? Le diabète de type 2 se développe silencieusement pendant de nombreuses années. L'hyperglycémie reste longtemps asymptomatique et la maladie est souvent découverte de façon fortuite à l'occasion d'une prise de sang ou en cas de complications. La troisième question vient sur le diabète. Cela provient d'une baisse de sensibilité des cellules, en particulier celles du foie et du tissu adipeux. Cette hormone pancréatique a pour rôle de faciliter la pénétration du glucose dans les cellules, ce qui en diminue la concentration sanguine. Pour répondre à la demande accrue en insuline découlant de cette insensibilité, les cellules insulinosécrétrices du pancréas en produisent davantage jusqu'à s'épuiser. Je suis en train de perdre ma voix, j'ai l'impression, c'est très chaud. La production d'insuline devient alors insuffisante et le glucose s'accumule irrémédiablement dans le sang. Quatrième question, quelles sont les complications du diabète? Les complications peuvent survenir 10 à 20 ans après le déséquilibre glycémique. La maladie accélère en effet l'athérosclérose à l'origine d'une crise cardiaque, d'AVC ou d'arthrose des membres inférieurs,
en altérant également les micro-vaisseaux. Le diabète est en outre à l'origine de cétinopathie, de neuropathie périphérique, donc des lésions des nerfs périphériques, de insuffisance rénale, de maladie du foie gras. Il peut aussi participer à une neurodégénérescence. La cinquième question, quels sont les facteurs à risque? Le principal facteur à risque est l'hygiène de vie. En effet, une alimentation trop grasse ou trop sucrée liée à un manque d'activité sportive peut mener à l'obésité qui peut mener au diabète de type 2 chez les adultes comme pour les enfants. Certains médicaments, en particulier des neuroleptiques, souvent prescrits en France, peuvent aussi être un facteur. D'autres facteurs peuvent rester en action, comme par exemple la flore intestinale. Il existe aussi le diabète gestationnel, donc c'est le diabète qu'on peut avoir lorsque l'on tombe enceinte. Alors là, c'est une question, comment le détecter et le diagnostiquer? Il faut mesurer la glycémie à jeun pour le détecter ou le diagnostiquer. Septième question, quelle est l'hygiène de vie quand on a le diabète de type 2? Il peut être nécessaire de perdre du poids, avoir une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Il y a bien sûr un traitement, et donc du coup, quels sont les traitements? Il y a les sulfamides hyperglycéminaux et les cliniques qui constituent la production d'insuline au niveau du pancréas. Les inhibiteurs des alpha-glucosidoses retardent l'absorption des glucides après le repas. Les agonismes du récepteur du glucogonique peptide qui en gros servent à stimuler la sécrétion d'insuline mais uniquement en cas d'élévation de la glycémie. Je vais vous mettre les traitements, donc je les mettrai après. Les agonismes du récepteur de GLP1 et les ISGLT2 ont aussi des impacts positifs au niveau cardiovasculaire, hépatique ou rénal. En l'absence d'amaigrissement et ça malgré le traitement, la glycémie peut être mal contrôlée. Il faut donc avoir recours à une insulinothérapie comme pour le diabète de type 1. Associés à ces insulines, certains médicaments antidiabétiques peuvent dans d'autres induire un amaigrissement notable. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Parlons Maladie, donc sur le diabète. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez bien pu mettre sur pause. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui a déjà commencé à être écrite, qui sera sur un scandale lié à une série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, toujours dans le respect, hein, n'oublie pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!